Mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite la bienvenue. Classiquement, avant d'échanger avec vous, je voudrais vous proposer, si vous le voulez bien, quelques éléments sur la manière dont l'école est appelée, invitée à constituer une bonne nouvelle pour notre société. Et puisque je parle de l'école catholique, une bonne nouvelle avec un B majuscule et un N majuscule. Une école catholique qui participe pleinement au service d'éducation rendu à la nation, mais qui s'efforce de le faire à sa manière, en déployant son projet, un projet toujours orienté vers la recherche de sens et vers la proposition de sens. Dans cet esprit, mon propos comportera 3 volets. Voilà, ancien prof d'histoire, on ne se refait pas. L'école catholique et les diverses réformes en cours, l'école catholique dans la République, et enfin l'école catholique en cette rentrée 2015, nos réalités, nos chantiers. Les réformes en cours. Je suis frappé par la virulence qu'ont pu revêtir certaines prises de position sur ces réformes. Bien sûr, je me réjouis du débat, comme de la passion que suscite l'école. Mais je considère que l'éducation et l'enseignement méritent du sérieux, et donc un vrai dialogue rationnel et argumenté. Dans le cadre de ce dialogue, j'invite chacun à résister aux tentations de l'amalgame et du procès d'intention. L'école catholique est libre, et mes analyses ne relèvent de nul soutien à qui que ce soit ou de nulle proximité avec quiconque. Je m'efforce de me situer en fonction d'un et d'un seul critère, ce qui me semble bénéfique pour les enfants et pour les jeunes. Et c'est bien en vertu de ce critère qu'à mes yeux, les réformes comportent globalement des éléments dignes d'attention et d'intérêt. Mais précisément, globalement. En insistant sur ce terme, je ne veux pas d'abord évoquer des réticences par rapport à tel ou tel point de mise en œuvre. Je souhaite en revanche exprimer un regret. Les réformes en cours s'inscrivent toutes dans le fil de la loi d'orientation scolaire de 2005, loi Fillon, et dans celui de la loi de refondation de 2013, loi Peillon. À ce titre, ces réformes sont liées les unes aux autres et dessinent ensemble une vision systémique. Or, je constate que 2 facteurs peuvent les fragiliser. D'une part, la logique du temps politique, elle mène à une forme d'accélération et d'empilement qui conduit les acteurs et les observateurs de l'école à constamment passer d'une réforme à l'autre sans que soit clairement perçue l'articulation porteuse de sens entre tous leurs éléments. Puis d'autre part, la logique administrative centralisée qui régit le fonctionnement du système scolaire français. À force de directives venues d'en haut, une partie des parents et des professeurs souffrent d'un désarroi qu'il faut entendre. De même que doit être entendue la lassitude de chefs d'établissement soumis à la pression d'injonctions de toutes sortes, au point que certains d'entre eux se sentent menacés d'asphyxie. J'en appelle donc à un travail de meilleure mise en lumière de ce qui fait sens, de ce qui donne sens à ces réformes, de telle sorte que les acteurs de l'école puissent se les approprier pour les porter dans la durée, au lieu de les subir dans l'urgence. Pour ce qui le concerne, l'enseignement catholique va s'y employer dans les semaines à venir. Sur ces bases, un rapide balayage des réformes en question. Vous l'avez compris, nous nous situons comme un partenaire certes loyal, mais d'abord libre. Il ne s'agit donc pas pour nous d'appliquer des réformes, mais de les accueillir en nous efforçant de les déployer à la lumière de notre culture éducative spécifique. Pour ne pas être trop long, je vais me contenter de propos inévitablement allusifs, mais si vous le souhaitez, nous pourrons bien sûr y revenir ensemble dans quelques minutes. La réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, tout d'abord. Vous connaissez ma position, elle n'a pas changé. De manière plus générale, cette position illustre d'ailleurs assez bien notre attitude, qui ne consiste pas tant à rejeter ou à soutenir des mesures qu'à nous interroger sur ce qu'elles signifient et à travailler en privilégiant ce qui nous semble opportun dans leur esprit. Concrètement, nous avons toujours dit que la réforme des rythmes constituait une vraie question, pas seulement d'ailleurs dans le premier degré, qu'à ce titre, la réforme nous paraissait aller dans le bon sens, mais que l'essentiel résidait dans la réflexion locale de chaque communauté éducative. Selon nos enquêtes,
20 à 25% de nos écoles ont à ce jour mis en œuvre la réforme en tant que telle. Mais par ailleurs, plus de 30% d'entre elles ont développé des organisations qui, hors réforme, traduisent leur volonté de rythmes différents et mieux adaptés, notamment du point de vue de l'agencement des séquences pédagogiques. La question ne se pose donc pas en termes binaires, réforme ou pas réforme. Plus d'une école catholique sur deux a modifié son schéma pédagogique au terme d'une réflexion et d'une concertation sur les rythmes, et c'est bien cela qui me paraît intéressant. La réforme du collège. Là encore, je ne reviens pas sur les analyses que j'ai déjà développées. Vous le savez, en dépit de ses limites, cette réforme comporte à mes yeux 3 aspects positifs. D'une part, l'accroissement du temps consacré à l'accompagnement personnalisé. D'autre part, l'accent mis sur l'interdisciplinarité. Et enfin, la construction d'un espace partiel d'autonomie pour chaque collège, sous la responsabilité du chef d'établissement et dans le cadre d'une concertation indispensable avec les équipes pédagogiques. L'introduction des EPI suscite ici ou là inquiétude et contestation. Mais pour ma part, j'estime que s'ils sont bien construits, ils ne provoqueront ni nivellement par le bas, ni fragilisation des savoirs. Ce qu'ils peuvent en revanche apporter à tous les élèves, ceux qui sont en difficulté comme ceux qui sont en situation de réussite, c'est une autre manière d'accéder au savoir, une manière que je crois susceptible de les aider à mieux donner sens à ces savoirs en les mobilisant dans des logiques de projet. Cela suppose évidemment un important travail de formation et d'accompagnement. Nos instituts et nos organismes s'y préparent activement et ils seront très prochainement en mesure d'adresser diverses propositions aux chefs d'établissement comme aux professeurs. Les nouveaux programmes. Outre les nouveaux programmes des classes maternelles, dont tous les professionnels s'accordent à souligner l'intérêt, les programmes récemment publiés pour l'école et pour le collège expriment un réel souci de cohérence et de lisibilité, même si des améliorations pourraient encore être apportées sur ce dernier point. Ils font une large place aux savoirs fondamentaux et à la maîtrise des outils, et en même temps témoignent d'une véritable ambition culturelle. Par ailleurs, leur logique de progressivité correspond bien à la dynamique du socle commun, et elle devrait permettre aux professeurs de mieux articuler l'acquisition des connaissances et la maîtrise des compétences. Enfin, ces programmes présentent l'intérêt d'attacher plus de prix à ce que les élèves se seront appropriés au terme de l'année scolaire qu'à la façon dont les professeurs auront coûte que coûte bouclé la liste complète des points du programme. J'attire toutefois votre attention sur 2 points de vigilance à mes yeux en termes de contenu. Les programmes de sciences, tout d'abord, ils peuvent prêter à une lecture exclusivement hygiéniste ou comportementaliste qui pose question, de même que je m'interroge sur la vision de l'être humain qui s'exprime à travers la phylogénétique. Les programmes d'histoire également. À certains égards, ils pourraient être susceptibles d'être traités sous un angle finaliste peu satisfaisant. Si je me félicite bien sûr de la place attribuée aux faits religieux, je m'inquiète en revanche des propos tenus par M. Michel Lusseau, pour qui, je cite, « Une grande partie de l'histoire de France concerne le processus de sécularisation et le détachement du dogme religieux. Le propos est juste, mais en faire un angle exclusif serait partiel, voire partial. » L'évaluation. En matière d'évaluation, l'approche dorénavant développée vise à mieux distinguer évaluation formative et évaluation sommative, pardon pour le jargon. Mais c'est bien cette distinction qui me semble importante, bien plus qu'un éventuel débat binaire, des notes, pas de notes, débat qui n'aurait pas de sens, qui n'a pas de sens, puisque les professeurs et les équipes ont toute liberté de choix. Globalement, les procédures d'évaluation et de communication de l'évaluation sont simplifiées par rapport à ce qui prévalait jusqu'alors. Elles sont simplifiées dans le cadre d'un système qui accroît la place de l'évaluation par compétence sans pour autant faire disparaître les notes. Il me semble que nous sommes bien là dans la continuité de ce qui s'est ouvert depuis 2005 autour du socle commun. Il reviendra à chaque établissement de mener sa réflexion, de déterminer ses choix. Et il y a là une manière de faire qui ne peut que nous convenir.
Un dernier mot pour rappeler que les réformes que je viens d'évoquer s'articulent bien sûr avec celles du lycée qui les a précédées. Si le rééquilibrage des filières générales progresse, il reste encore beaucoup à faire pour que la formation par la voie professionnelle accède à toute la légitimité et à tout le rayonnement qu'elle mérite amplement. Deuxième aspect de mon propos, la place de l'enseignement catholique dans la République. Là encore, quelques réflexions générales. Cela fait, vous le savez bien, de nombreuses décennies que l'Église catholique, notamment par l'intermédiaire de ses évêques, s'inscrit sereinement dans le paysage républicain. Dans le même état d'esprit, l'école catholique accomplit dans la société un service d'intérêt général, et ces établissements s'inscrivent délibérément dans une logique de contribution au service éducatif de la nation. Cela signifie clairement que l'école catholique n'est pas étrangère au champ de la République. En même temps, elle entend bien porter une proposition éducative qualifiée, c'est-à-dire un projet d'éducation spécifique, nourri par des fondements qui lui sont propres, en l'occurrence la foi de l'Église et la vision chrétienne de la personne et du monde. Bien évidemment, nous ne prétendons pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais nous souhaitons déployer notre culture spécifique. Notre attitude est donc celle d'une pleine insertion dans la vie de la cité, dans la recherche du témoignage et du dialogue. Dans cette perspective, l'association à l'état de nos établissements ne constitue pas seulement un cadre légal. Elle vaut d'abord comme état d'esprit et comme méthode. Un état d'esprit et une méthode du dialogue et de la reconnaissance mutuelle, de la parole donnée et de la constance au-delà des aléas de l'instant. Il en va de même de nos relations avec l'ensemble des collectivités territoriales. Comme l'an passé, nous serons d'ailleurs présents prochainement au Salon des maires pour redire notre attachement au territoire et au maillage de proximité et pour poursuivre avec les élus notre réflexion partagée dans un contexte budgétaire difficile. Alors sur ces bases, si vous voulez bien, quelques coups de projecteur plus concrets. D'abord, la question de la promotion par l'école des valeurs de la République. À la suite des tragiques événements de janvier, le ministère a mis en œuvre un programme de mobilisation de l'école autour des valeurs de la République. L'enseignement catholique s'est associé et s'associe à ce programme, notamment grâce à l'action de ses instituts de formation initiale et de ses organismes de formation continue. Il s'efforce tout particulièrement de donner sens à la notion parfois un peu floue de valeur, en travaillant notamment à l'éducation à la fraternité, une fraternité qui correspond à toute notre tradition et qui s'inscrit pleinement dans notre projet chrétien d'éducation. Car c'est encore et toujours dans ce projet d'éducation que nous cherchons à nous enraciner. J'en veux pour preuve notre rapport à la laïcité, fait d'une adhésion sans réserve à la laïcité de l'État, et d'un refus tout aussi clair de toute perspective de laïcisation de la société. En juillet dernier, le Comité national de l'enseignement catholique a ainsi voté à l'unanimité un court texte qui pourra être incorporé à chaque projet d'établissement. Nous y rappelons d'abord notre ambition de formation de la personne, une formation de la personne qui se décline notamment, mais non exclusivement, dans la formation à l'engagement et à la citoyenneté, dans le cadre du pluralisme et du respect de chacun, garanti par la laïcité. Vous le voyez, il ne s'agit pas de la charte de la laïcité qui vaut pour l'enseignement public, mais bien de l'expression de notre caractère propre, fondé sur la foi et sur la culture chrétienne. L'introduction d'un enseignement moral et civique. L'école catholique a toujours considéré que l'enseignement ne pouvait pas s'envisager sans l'éducation. Elle est donc culturellement habituée à intégrer la dimension morale à ses pratiques, et nous avons donc accueilli favorablement l'introduction de l'EMC. À une nuance près, mais elle est importante. Nous préférons parler de formation morale plutôt que d'enseignement, parce que nous estimons que la démarche morale concerne tous les moments de la vie d'un établissement et qu'elle ne se limite pas à quelques heures de cours. Il ne s'agit pas d'abord de transmettre des notions, il s'agit de contribuer à la formation du sujet moral, capable de discernement, de décision, de liberté.
Tel est bien le sens du document de travail que nous avons publié en janvier dernier pour outiller la réflexion et le travail des communautés éducatives. Notre politique d'approfondissement de la mixité scolaire. Dans une société fragilisée par diverses fractures, l'École catholique entend poursuivre et approfondir sa contribution à l'édification du lien social. C'est pourquoi nous poursuivons et nous approfondissons notre politique d'engagement en faveur de toutes les réussites, une politique qui oriente notamment nos choix en matière d'allocation des moyens d'enseignement. Dans les documents qui vous ont été remis ce matin, vous trouverez les outils que nous avons conçus pour la préparation de la rentrée 2016. Ces outils indiquent clairement la priorité donnée aux projets porteurs de mixité. Mais je voudrais ici insister sur un point. Cette politique de mixité correspond certes à des préoccupations sociales et culturelles, mais elle répond aussi et plus encore à une visée éducative. Il n'est pas possible de faire réellement grandir un enfant ou un jeune dans l'entre-soi. Plus l'école favorise la rencontre des milieux, des cultures, des religions, et plus elle contribue à la formation d'une société de dialogue et de concorde. Par ailleurs, sur le terrain plus directement socio-culturel de la politique d'éducation prioritaire menée par le ministère, nous ouvrons pour la rentrée 2016 un programme de politique d'association à l'accueil prioritaire. Ça donne le pape, mais ce n'est pas fait exprès. Ce programme d'association à l'accueil prioritaire concerne ceux de nos établissements qui, soit dans leur intégralité, soit par le biais de dispositifs spécifiques, scolarisent des élèves relevant de l'éducation prioritaire. Nous proposerons une liste de ces établissements au ministère, de sorte qu'ils bénéficient de moyens d'enseignement supplémentaires et fléchés. L'an dernier, à pareille époque, je vous avais dit que nous ne pouvions plus accepter d'être écartés de la politique d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, je vous dis qu'il appartiendra donc au ministère de nous attribuer les moyens qu'il est juste de nous conférer au titre de cette politique. Nous savons tous que la progression et la réussite de chaque élève reposent très largement sur la qualité des relations de partenariat entre son milieu familial et l'institution scolaire. Dans cet esprit, à la suite d'une proposition de l'appel national, nous avons rédigé avec les représentants des parents d'élèves une charte éducative de confiance qui se trouve également dans les documents que vous avez entre les mains. Cette charte vise à renforcer l'engagement réciproque des uns et des autres pour une relation de reconnaissance mutuelle, de co-responsabilité et de confiance. Elle manifeste en cela notre volonté d'une école catholique toujours plus en lien avec les familles et toujours plus soucieuse de donner son sens entier et plein à la notion de communauté éducative. Enfin, troisième et rassurez-vous, dernier volet de mon propos, les réalités et les chantiers de notre école catholique en cette rentrée 2015. Je me réjouis vraiment de pouvoir saluer la vitalité éducative et pédagogique de nos établissements, de leurs responsables et de leurs acteurs, que je remercie tous chaleureusement pour leur engagement. Dans des conditions matérielles qui sont loin d'être toujours faciles ou confortables, dans un environnement culturel, social et éducatif souvent fragilisé, ils maintiennent au quotidien le cap d'une école à la fois hospitalière et ambitieuse, bienveillante et exigeante, ouverte à tous et fidèle à son projet chrétien. À titre d'exemple, 2 manifestations nationales en cours de préparation illustrent cette dynamique collective. D'une part, très bientôt, en novembre 2015, une journée de travail nationale consacrée à l'anniversaire de la loi de février 2005 sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Même s'il reste encore et toujours plus et mieux à faire, l'école catholique s'est largement investie sur ce terrain et elle continuera à le faire. Deuxième exemple, en mars 2016, une nouvelle édition de notre Printemps du numérique qui rassemblera à Saint-Malo plusieurs centaines de membres de nos communautés éducatives pour continuer à creuser le sillon d'un rapport éducatif raisonné et fécond à la culture numérique,
notamment en travaillant sur les questions anthropologiques que pose cette culture numérique. Autre exemple, tout le travail mené dans l'esprit de la dernière encyclique du pape François autour de l'éducation à l'engagement et à la prise en compte d'une écologie intégrale centrée sur la question de la place de l'homme dans la création. Le cahier Kairos que nous venons d'éditer avec Bayard, et qui est également à votre disposition ce matin, en constitue une bonne illustration. Tout ce dynamisme de nos établissements se traduit d'ailleurs en termes de progression d'ensemble des effectifs qu'ils accueillent. En cette rentrée 2015, nos établissements scolarisent un total de 2 068 554 élèves, soit une augmentation de 20 803 élèves par rapport à la rentrée 2014. En termes relatifs, plus 1%. Cette tendance s'observe dans tous nos types d'établissements. Les établissements agricoles, plus 131 élèves, soit plus 0,3. Le premier degré, plus 9 353, soit plus 1,1%. Et le second degré, plus 11 319, soit plus 1%. Cela concerne également la quasi-totalité des territoires académiques. À l'exception de la Corse et de la Guyane, nous progressons partout. Et dans 8 académies, nos effectifs progressent de plus d'1 millier d'élèves. Aix, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes et Versailles. Cet accroissement s'inscrit dans la durée, celle d'une hausse constante depuis 2008-2009. Mais il revêt cette année une ampleur plus marquée encore. Je me réjouis de son niveau significatif, pas du tout parce que les chiffres constitueraient en eux-mêmes un objectif, mais beaucoup plus profondément parce que j'y vois l'expression d'un rayonnement qui traduit l'utilité et la qualité du travail qui se mène dans nos établissements. Bien sûr, j'ignore complètement ce que nous réservera, ce que nous apportera la rentrée prochaine de septembre 2016. Mais une chose est sûre, d'un strict point de vue arithmétique, les moyens nouveaux d'enseignement dont nous bénéficierons au titre du schéma global d'emploi ne nous permettront que difficilement d'absorber les effets de cette progression de 2015. Et pour autant, nous maintiendrons le cap de notre politique d'ouverture et de mixité. Car, je le répète, l'important ne consiste pas à faire nombre, mais à faire sens. Et c'est bien dans cette perspective que j'ai lancé à la rentrée une invitation adressée à l'ensemble des membres de nos comités éducatifs à réenchanter l'école. Le texte de cette invitation au réenchantement figure parmi les documents que vous avez entre les mains. Et je compte vous proposer d'ici quelques semaines une rencontre exclusivement consacrée à ce projet extrêmement important pour l'enseignement catholique. Je serai donc très bref ce matin à son propos. Simplement, je voudrais insister sur le fait que cette volonté de réenchanter l'école correspond véritablement à notre souci de sens. Comment faire en sorte que pour les parents, pour les enfants et pour les jeunes, pour les chefs d'établissement, les professeurs, les membres du personnel, l'école soit pleinement porteuse de sens et pour nous porteuse d'espérance. Je sais la pauvreté de nos moyens matériels dans la plupart de nos établissements qui sont parfois confrontés à des difficultés budgétaires préoccupantes. Je mesure le poids souvent très lourd du quotidien pour nos personnels, nos professeurs, nos chefs d'établissement. Je n'oublie pas non plus toutes les inquiétudes d'une société morcelée et souvent en souffrance. Mais je dis que l'on ne peut éduquer que dans la confiance et que l'école catholique n'a de sens qu'en cherchant à éduquer dans l'espérance pour éduquer à l'espérance. Je vous remercie.